quelque part, près des côtes algériennes, été 1962. Grouille-toi, dépêche-toi. Abdelkader attrape sa femme en la tirant par le bras. Ses deux fils s'accrochent comme ils peuvent à la djellaba de leur mère. Ils galopent en retrait et tous deux ont le visage fermé. Il faut faire vite. N'importe qui pourrait les repérer. Comme ce vieux en face en train de chiquer et de cracher ses tripes. Ou encore cette bande de mioches qui joue à la guerre au coin de la rue, ça peut être n'importe qui. Pourquoi pas cette femme qui porte un voile et qui marche devant eux ? Surtout ne pas croiser les regards des gens qui passent. Ils pourraient voir dans leurs yeux qui ils sont. Faut juste faire semblant, comme les autres, faire semblant qu'on est heureux dans les rues de cette ville blanche, partager cette fausse joie qui se répand comme la lèpre. Elle est même un cancer qui ronge les âmes. Chacun a peur d'être balancé à son tour, reconnu, montré du doigt, désigné comme harki ou traître. Alors, le drapeau est de sortie, les youyous s'exercent en cris variés, pendant que les Européens restent planqués chez eux, ou se sont déjà barrés pour la plupart. Abdelkader sent bien que les choses s'accélèrent. Depuis quelque temps déjà, la menace est permanente. La tension monte, les nerfs sont à bloc, les regards acérés et méfiants. C'est par ces mots que commence le premier chapitre du livre d'Emmanuel Sabatier, Je ne vous oublie pas, édité par les éditions Le Cherche-Midi. Un livre violent mais courageux, un livre qui raconte une histoire cruelle mais bien réelle. Cette histoire, c'est celle d'Abdelkader et de sa famille, des harkis qui fuient ou qui tentent de fuir l'Algérie du FLN. Une Algérie indépendante, peut-être, une Algérie libre, peut-être, mais surtout une Algérie devenue l'enfer des pieds noirs et des harkis. On pille, on assassine, on viole ceux qui n'ont pas fait le bon choix, ceux qui se sont compromis. C'est cette Algérie-là et ces harkis-là, humiliés et exécutés, qu'Emmanuel Sabatier fait vivre ou revivre dans son roman sinistrement exaltant « Je ne vous oublie pas ». Le terme harki, je pourrais le définir de manière scientifique, théorique, mais ce n'est pas du tout le but d'un roman. Il ne s'agit pas d'expliquer dans un roman, mais de montrer les harkis en situation. C'est-à-dire que les harkis dans mon roman, c'est Abdelkader, c'est sa femme Zora, c'est ses enfants, c'est ses frères, ses oncles, ses neveux, etc. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont être désignées comme harkis et qui n'ont pas nécessairement de lien direct avec l'armée, qui ne sont pas véritablement des militaires, mais qui vont être désignés comme harkis, y compris femmes, enfants, oncles et neveux, etc. Donc ce qui m'intéressait, ce n'était pas de définir de manière théorique le mot harki, mais de lui donner sens en racontant le quotidien, justement, la manière dont ce mot est reçu et la manière dont on est montré du doigt et désigné comme harki, malgré qu'on n'ait pas nécessairement une relation avec l'armée. Disons qu'au départ, ce sont des soldats, mais ce mot va être étendu, va être galvaudé et quelque part va servir à désigner ceux qu'on va considérer en Algérie à ce moment-là, après 62, comme des traîtres ou des lâches, des gens qui sont moins que des hommes. Il va y avoir 2 ans, ils laissaient l'uniforme et le fusil, traversaient la Méditerranée et plantaient leur tente chez nous. C'étaient les harkis. On a quitté l'Algérie par force. C'est-à-dire C'est le Bembalak, il a dit j'ai pas besoin de l'arquer parce qu'il n'a pas travaillé avec moi. Il a travaillé avec la France, il faut qu'il dégage d'ici. Les phalanges, il fait mal pour nous. Il va couper le gorge à mon père à 57. Quand on va laisser là-bas, il va couper le gorge aussi. Pareil. Considérés comme traîtres en Algérie, ils ont fui avec femmes et enfants à la recherche d'une carte d'identité. Aujourd'hui, ils l'ont trouvée, ils sont français.
Alors on a souvent, en France en tout cas, eu l'occasion de parler de la façon dont les harkis en France ont été traités. Cette façon a été bien évidemment catastrophique. On pourra en reparler un petit peu si vous voulez tout à l'heure. Mais votre sujet, le sujet du livre, c'est pas celui-là. Ce sont les harkis qui sont restés là-bas et la façon dont ils ont été traités. Ce qui m'intéressait dans ce roman, c'était de donner la parole justement à ceux qui sont restés en Algérie, à ceux dont on n'a jamais entendu parce qu'ils sont morts tout simplement en Algérie. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que par le roman, on a cette capacité que ne peut pas faire l'historien ou le sociologue de donner la parole à ces gens qui ne sont jamais arrivés en France et qui sont restés en Algérie. Et cette période à laquelle je me suis intéressé, elle se passe après la guerre, quelques jours pendant cet été très particulier, très peu abordé par les historiens, non pas qu'ils ne veulent pas le traiter, mais parce qu'ils n'ont pas accès aux archives, ils n'ont pas accès au terrain en Algérie, etc., pour pouvoir, par exemple, découvrir à tel endroit un charnier, un camp de prisonniers qui aurait été ici. Ils n'ont pas accès à ces archives, donc le travail historique n'est pas fait. Maintenant, le roman, justement, apporte un autre regard et qui vient différent, mais qui vient compléter ce travail d'historien qui devra un jour ou l'autre être véritablement fait. Désarmés par les accords d'Évian et abandonnés à la vengeance du FLN, plus de 100 000 harkis ont trouvé la mort en Algérie. Ceux qui ont pu partir attendaient la reconnaissance de la France. Personne ne conteste le massacre des harkis, pas même le FLN. Alors votre roman, c'est aussi un roman sur la violence, sur la barbarie dont sont capables les humains. Est-ce que les violences que vous décrivez dans ce livre et qui émaillent tout le livre, est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce que les actes qui ont été commis sont ceux-là? Bien entendu, pour travailler sur ce genre de roman, qui est un retour vers le passé, il faut nécessairement de la recherche, il faut s'appuyer sur des parts de réalité à partir desquelles nous allons tisser une fiction, une histoire, mais il y a une part de réalité, notamment cette violence, cette barbarie qu'on retrouve de la même manière, de manière différente plutôt, mais dans ce même fond de barbarie, on le retrouve en Espagne, on le retrouve en France après 1945 avec les femmes pendues qui ont été désignées, stigmatisées, on le retrouve en Allemagne aussi, évidemment, pendant la guerre et aussi après la guerre. Donc, je veux dire, cette violence, elle est universelle, elle ne concerne pas que l'Algérie, et en parlant de l'Algérie, c'est un moyen aussi d'évoquer justement ce que l'homme peut être capable de faire dans le mal, comme il peut être aussi capable de faire dans le bien. Je crois qu'il y a toujours ce jeu. D'ailleurs, dans mon livre, je n'ai pas voulu simplement étaler de la violence et la barbarie humaine. Il y a aussi de la tendresse et de l'amour qui existe entre les membres de cette famille de harkis dont je raconte l'histoire dans les derniers jours de la guerre d'Algérie. Les félagas tuent pour tuer, pillent, incendient, égorgent, violent, écrasent contre les murs la tête des enfants, éventrent les femmes et masculent les hommes. Il n'y a pas de supplice imaginable, par le cerveau le plus déréglé, le plus sadiquement porté vers la cruauté, qui ne soit couramment pratiqué par les rebelles. Justement, il y a aussi un autre personnage qui est assez présent. Il y a le diable, parce qu'ils vivent l'enfer, évidemment, mais il y a aussi Dieu. L'islam a un rôle très important pour ces personnes. Dieu est aussi une relation d'amour qui existe dans mon livre et qui est quelque part toujours présent. Et parce que dans mon livre, malgré cette violence, il y a toujours cette lueur d'espoir. Il y a toujours des chemins d'espoir qui nous font mieux supporter cette réalité.
quand on le lit, il y a quand même une espèce de violence même presque physique pour le lecteur à passer d'un acte de barbarie à un autre comme ça. Comment analysez-vous cette sensation que l'on peut avoir quand on lit des livres comme le vôtre ? Alors, c'est une écriture qui montre et c'est une écriture qui invite à se projeter dans cette réalité. Mon style permet de plonger directement en Algérie. C'est un regard vu de l'intérieur. C'est aussi le propre du roman que d'inviter à la subjectivité, à la vue de l'intérieur et de s'écarter de l'aspect scientifique, objectif, avec du recul. Ici, on est en plein l'événement. On plonge on est au milieu des événements avec les personnages de ce livre, ce qui donne parfois une impression particulière pour le lecteur, mais c'est le jeu de mon style. Hein. Le style, c'est moi, on dit. Mais on ne triche pas le style. Le style d'un écrivain, c'est sa personnalité, mais malgré tout, cette violence, ce n'est pas une violence gratuite dans ce sens où ce serait la violence pour la violence. La violence est au service d'une esthétique, d'un style, d'une manière d'écrire. Elle est aussi au service d'autres émotions, comme je disais, suspense, angoisse, etc. Elle est aussi, et l'amour qui est très important, elle est aussi au service d'une mémoire blessée. Parce que indirectement, ce livre, sans rentrer dans le carcan militantisme, sans rentrer dans cette volonté de défendre une cause, indirectement, ce livre rappelle au lecteur une mémoire blessée, alors celle des harkis, mais qui est aussi notre mémoire, parce que l'histoire des harkis est aussi l'histoire des Français. Un hommage solennel après 40 ans d'indifférence. Dans la cour des Invalides, les honneurs militaires sont rendus par des unités dans lesquelles ont servi les harkis pendant la guerre d'Algérie, zouaves, spahis ou tirailleurs. Hommage et remise de décoration, Jacques Chirac reconnaît officiellement la dette de la France à l'égard des harkis. Pour lui, la nation a d'abord un devoir de vérité. Massacres commis en 1962, frappant les militaires comme les civils, les femmes comme les enfants, laisseront pour toujours l'empreinte irréparable de la barbarie. Ils doivent être reconnus. Laisseront pour toujours l'empreinte irréparable de la barbarie. Irréparable de la barbarie. Ils doivent être reconnus. Alors cette histoire, c'est celle des Français, c'est celle aussi des Algériens qui se sont libérés eux-mêmes et du FLN. Cette histoire là-bas, elle a du mal encore à passer quand même, malgré tout. Elle a du mal à passer parce que elle implique à la fois le rôle de la France dans l'abandon, le mépris ou le rejet des harkis, et le rôle de l'Algérie qui ont, ou certains membres du FLN qu'on appelait aussi les nouveaux résistants, les martiens, et qui ont massacré, violé, etc. Donc la responsabilité est double, autant du côté français et algérien, ce qui fait que ce livre ne peut pas se faire que des amis, évidemment. Vous parliez tout à l'heure de la violence. Alors c'est vrai que dans votre style, ce n'est pas une violence gratuite. Mais par contre, ceux qui sont impliqués dans ces actes de barbarie, ils n'attendent rien de leurs victimes. Oui, exactement. Mais là, quand on les torture, ils n'attendent pas de réponse. La violence fait partie de la guerre. Mais je crois qu'on rentre dans la barbarie à partir du moment où la violence n'a plus de sens, où on va torturer pour torturer, où on va s'en prendre aux femmes et aux enfants. Là, je pense qu'on a franchi un pas vers les violences extrêmes, qui est tout simplement l'acte de barbarie. La violence fait partie de la guerre. Il y a une guerre, il y a de la violence, nécessairement. Mais quand cette violence déborde, va au-delà, paraît absurde quelque part. Quand on commence à s'en prendre aux femmes et aux enfants, qu'ils soient algériens, qu'ils soient allemands, qu'ils soient français, on est passé dans notre stade. Le stade de la barbarie ou le stade animal, qu'on est tous en nous.
Après avoir désarmé mes harkis dans ce drame que je vivais, je suis allé désarmer une autre harka. J'ai d'ailleurs des photos où je vois ces hommes que je ne connaissais pas me rendre leur pactage. Je vois le désarroi et je les entends, certains me dire « Mais regarde, mon lieutenant, regarde !» Et il y avait 2 gars au-dessus sur la place qui nous regardaient, nous qui étions en contrebas. Il m'a dit « C'est l'effet la gare, regarde, dès que tu vas être parti, ils vont nous tuer. » Alors je suis parti. Comme ces gens, beaucoup s'accrochaient au camion, que je ne pouvais pas les ramener. Je suis parti, je veux dire, en claquant la porte du GMC, et je ne veux pas savoir ce qui est arrivé après. Je sais que ce n'est pas une question très politiquement correcte. Est-ce qu'il y a aussi une culture de la mort et une culture de la violence? Oui, il y a une culture de la violence, c'est-à-dire que la manière de franchir le pas vers la barbarie prend des formes différentes selon qu'on soit en Allemagne, qu'on soit en Espagne, qu'on soit en Algérie. Donc il y a une manière de procéder aussi à des exactions, à une violence qui est particulière aussi à une culture. Et par exemple, en Algérie, on sait très bien que la mutilation, par exemple, fait partie de ces exactions. La mise en scène aussi des cadavres et de la mort va faire partie aussi d'un jeu sadique qui relève malgré tout d'une culture, du mauvais côté d'une culture, parce que la culture algérienne est splendide, ils ont ses poètes, mais c'est une partie de nous aussi, nous avons une partie de la culture qui fait que par moments nous sommes plus des hommes, mais nous devenons des monstres. Et cette réalité n'est pas spécifique à l'Algérie, elle est spécifique à tout le monde. Laisseront pour toujours l'empreinte irréparable de la barbarie. Irréparable de la barbarie. Ils doivent être reconnus. Ils doivent être reconnus. Il m'a dit c'est l'effet la gare, regarde, dès que tu vas être parti, ils vont nous tuer. Dès que tu vas être parti, ils vont nous tuer. L'effet la gare tue pour tuer. Pille, incendie, égorge, viole, écrase contre les murs la tête des enfants, éventre les femmes et mascule les hommes. Pille, incendie, pille, incendie, pille, incendie. Irréparable de la barbarie. Égorge, viole, écrase contre les murs la tête des enfants. Irréparable de la barbarie. Éventre les femmes et mascule les hommes. Alors il y a Abdelkader, qui est ce personnage donc, que l'on suit tout au long du roman. À un moment donné, lorsqu'il, je vais un petit peu déflorer le roman là, excusez-moi, mais lorsqu'il arrive en France, on ne dit plus le harki, on dit l'arabe. En tout cas, dans votre narration, vous l'appelez l'arabe. Oui. Aux yeux des Français, c'est l'arabe. Oui, il va être le sujet du ratonnade. Et ça symbolise bien aussi cette représentation du harki en France, qui dans le discours est souvent un homme respecté, on le fait passer pour un héros, pour quelqu'un qui est plus qu'un homme, et dans la réalité, cette même personne qui va croiser dans la rue harki va le traiter au même niveau que n'importe quel immigré. Donc, si vous voulez, il y a un discours antinomique qui n'est pas cohérent avec la réalité. Donc, cette dernière scène de mon livre, justement, nous rappelle que le harki, quelque part, subit les mêmes discriminations qu'une personne qui serait immigrée. Voilà, cet entretien s'achève. Je vous rappelle le titre du livre d'Emmanuel Sabatier, « Je ne vous oublie pas », édité aux éditions Le Cherche Midi. Merci beaucoup donc à Emmanuel Sabatier ainsi qu'à Sabine Mille des éditions Le Cherche Midi.